l'objectif de ces conférences, c'est de partager une vision positive du monde du travail. Nous entendons beaucoup de messages sur ce qui ne va pas. Et donc, on s'est dit, avec Accompagnement Solidaire, que ça pourrait valoir le coup d'avoir plutôt des messages qui soient des messages positifs, des messages dans lesquels on parle d'envie, on parle de passion, on parle de ce qui nous meut, de ce qui nous fait plaisir, etc. Voilà. Alors, en deux mots, parce que j'ai essayé de prendre pas trop de temps, Accompagnement Solidaire est un groupement de coachs, un certain nombre d'ailleurs sont présents ce soir. On est aujourd'hui une trentaine, quarantaine de coachs professionnels certifiés et qui mettons nos compétences au service à la fois des personnes et à la fois au service des entreprises ou des collectivités qui sont en situation de fragilité. Et notre objectif, c'est que quand on voit ces personnes qui commencent à partir vers le gouffre, eh bien, nous, on n'est pas là pour aller intervenir quand ils sont vraiment complètement cassés. Pour ça, il y a des psychologues, ou pour ça, il y a des associations comme 60 000 rebonds. Mais pour couper le lien vers vers le fond, et pour les aider, en fait, à repartir et à reprendre une autre dynamique qui les emmène vers une dynamique positive. Voilà. Et ce qui nous guide, eh bien, c'est la défense de l'intérêt général. Vraiment, on a envie de participer au fait qu'on puisse apporter un peu de mieux-être en étant une petite goutte d'eau dans cet incendie global là, dans lequel on est pris. Mais on pense que voilà, notre petite goutte d'eau de colibri, elle peut faire sa part. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, pour essayer d'être très très court. Alors donc, ce soir, on va parler en deux temps. Je vais essayer d'être très court parce que le premier temps, c'est qu'on pense aussi que c'est important de faire connaître ce métier du coaching qui n'est pas toujours très bien connu. Voilà. Et qui est un métier dont on ne sait pas très bien ce que faire. Donc, je vais prendre 10 minutes pour vous parler. Moi, à chaque fois qu'il y aura une conférence solidaire, on s'est dit que ça valait le coup qu'on prenne 10-15 minutes pour qu'un coach dise, bah, tiens, voilà, quel est mon témoignage. Et puis ensuite, on laissera complètement la parole à notre invité qui est Samy. Voilà. Alors moi, je vais vous parler en quelques mots de coaching. Je suis venu après un parcours d'école de commerce et puis des formations en sciences humaines. Et puis après, un parcours où j'étais commercial en ressources humaines. Et puis après, j'étais consultant pendant un certain nombre d'années. Et à chaque fois, je me sentais dans une logique où j'ai l'impression que j'étais un peu à côté de la plaque, en fait. Je faisais beaucoup de formations, je faisais beaucoup d'interventions sur l'organisation. Et je me sentais toujours un peu à côté parce qu'on était pris dans des espèces de grands processus, quand j'étais chez Gemini Consulting, par exemple, où alors on imposait, un peu comme un rouleau compresseur, des systèmes de réorganisation voulus par la direction, évidemment, des entreprises qui intervenaient, mais c'était, voilà, on imposait ça aux gens. Et il y a quelque chose qui me manquait profondément, c'était l'écoute, et c'était le fait de dire on fait avec les gens. Et j'ai découvert un jour ce métier du coaching, qui était un métier que j'ai trouvé absolument extraordinaire quand je me suis formé. Au début, d'ailleurs, je ne me suis pas formé pour ça. Je me suis formé parce que je me suis dit que c'était bien d'abord de me former et puis d'avoir une nouvelle identité sur une carte de visite en disant, voilà, bon, aujourd'hui, je suis consultant, je suis formateur, il va falloir que je marque coach, et ça sera très bien. Puis en fait, j'ai découvert une vocation. Et la vocation de ce métier, c'était de découvrir que en fait, c'est un métier dans lequel, pour moi, on fait avec les personnes, on fait avec les collectifs. Voilà. Alors, pour tout vous dire, je suis dans ma pratique souvent rattrapé par mon métier de consultant, c'est-à-dire dans lequel on organise, on fait, on booste, etc. Et puis, en fait, la posture du coach, elle est vraiment une posture inversée par rapport à ça. C'est une posture dans laquelle on essaie de se mettre au service et puis pour faire émerger des choses parce que finalement, c'est les gens qui savent le mieux ce qui va être bon et ce qui va être capable de faire. Et donc, moi, ce qui me passionne dans ce métier, vraiment, c'est le fait de voir des gens qui retrouvent de la joie, qui retrouvent de la dignité, qui retrouvent de l'allant dans ce qu'ils font. Parce que quand on intervient voilà, en coaching individuel, il n'y a pas très longtemps, par exemple, j'ai un client qui me dit
il était empêtré dans ses trucs, il n'arrivait pas à s'en sortir, il était toujours débordé partout, etc. Et à un moment donné, il a découvert que finalement, à force de ne pas gérer son temps, à force de ne pas faire des choses, en fait, il polluait celui des autres. Et tout d'un coup, le fait de découvrir ça, voilà, dans la discussion que j'ai pu avoir avec lui, dans le questionnement, il a dit, mais c'est vrai. Mais en fait, il ne faut pas que je gère mon temps juste parce que c'est à moi de le faire, je sais pas quoi. En fait, c'est un vrai service à rendre aux autres. Et il a complètement commencé à transformer sa manière de gérer son temps parce qu'il a compris qu'il n'était pas le seul dans le truc. Ou bien tel un dirigeant voilà, qui me dit, mais moi je suis complètement perdu, je pars dans tout un tas de directions, etc. Et qui petit à petit arrive à se recentrer en repartant de ce qui fait sens pour lui. Quoi, voilà. Et puis, bah, pareil, quand il y a des collectifs, enfin, j'ai souvenir d'une équipe de direction qui partait, qui avait beaucoup de mal à travailler ensemble et qui petit à petit, finalement, bah, arrive à s'écouter, à se poser, à se donner des règles, voilà, et à finir par avoir un travail excessivement efficace en comprenant que faire comité de direction, c'est pas forcément toujours se mettre autour d'une table ronde à dire c'est le patron qui parle, etc., mais qu'on peut se mettre en sous-groupe. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est de découvrir des gens qui se transforment. En fait. Voilà. Voilà un peu quel est mon vécu. Je fais court parce que l'objectif, c'est quand même de laisser la place et la parole à Samy. Mais voilà, on voulait quand même à chaque fois, vous voyez, pouvoir avoir le témoignage d'une personne qui puisse partager son vécu, son approche, sa manière d'être en coaching, en fait. Il y a autant de manières que de personnes. Donc là, aujourd'hui, bah, comme c'est moi qui avais sollicité Samy, etc., c'est moi qui vous parle. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là hein, pour parler au fond de ce qu'est le coaching, parce que ce qui va m'intéresser maintenant, c'est aussi de passer la parole à Samy. Et donc, Samy va prendre à peu près 40 minutes, ça, 40-45 minutes. Et après, il y aura des questions-réponses. Mais après, c'est toi qui guides, Samy. Si tu préfères que les gens te posent des questions pendant, tu le dis. Je te laisse la parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Yes, carrément. En fait, moi, dans l'idée, je voulais un peu vous raconter mon parcours. C'est ce qu'on avait dit avec Guillaume, un peu que vous essayez un peu de voir la big picture, mais que une fois que c'est fait, entre guillemets, que ce soit un moment d'échange plus. Et je trouve ça beaucoup plus vivant et beaucoup plus kiffant que qu'il y a un discours un peu descendant et qu'on ne soit pas en lien. Donc, si ça vous va, moi, c'est vraiment la façon dont j'aimerais bien qu'on interagisse là pendant le moment qu'on est ensemble. Et donc, même pendant que je parle, si vous avez des questions, si ça vous fait penser à quelque chose, voilà, n'hésitez pas à m'interrompre et à m'envoyer sur ce que ça vous fait, ce qui résonne chez vous. Parce qu'au final, ça enrichira beaucoup plus notre échange que si je pars dans mon truc et que si vous avez quelque chose à dire, vous le gardez, quoi. Donc, si c'est OK pour vous, c'est OK pour moi, quoi. Super. Du coup, merci à vous d'être là et merci à toi, Guillaume. Pour vous dire la petite histoire, comment on en est arrivé là, c'est que j'ai fait le M Lyon et Guillaume a sa fille qui fait le M. Et maintenant, avec le M, j'interviens dans un cours en particulier où j'essaye en partageant un peu ce que j'ai vécu à travers le sport, donc qui était mon métier, ma vie maintenant, les choix que j'ai dû faire un peu, j'essaie de leur transmettre le fait que de ne pas savoir où on va, c'est pas grave, mais par contre, les choix qu'on fait, ils doivent être forts et ils doivent être alignés avec qui on est, et du moment que c'est le cas, il ne faut pas avoir de problème à y aller. Et Guillaume, en entendant un peu ce que j'ai vécu, il m'a écrit un message et puis on s'est parlé. Et donc j'étais super content de venir et je me suis dit que j'allais un peu vous raconter mon cheminement jusqu'à maintenant et après on part de là, quoi. Donc moi j'ai un parcours de sportif de haut niveau. Et en fait, quand je dis parcours sportif de haut niveau, c'est que pour nous, ça commence très tôt.
Il y a un moment, à 8 ans, je m'en souviens, 9 ans, où je me suis dit, bah, je veux être basketteur professionnel. Et puis, parce que le basket, c'est ma passion. Et au début, on commence comme ça, puis après, on se prend au jeu. Puis après, il y a un moment où on sent qu'on a ce truc de la compétition et on sent enfin, j'étais un peu doué pour ça. Je me suis dit, ok, je vais en faire quelque chose. Et puis, donc tout de suite, tu te confrontes un peu au monde extérieur et souvent, c'est les personnes qui t'aiment le plus, qui te transmettent le plus leurs doutes et leurs peurs. Et tout de suite, bah, tu dois faire un vrai choix et te dire, bah non, moi j'y crois et qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Et donc, de fil en aiguille, ça t'amène à passer des tests et à rentrer en centre de formation. Et donc, pour ça, déjà, très jeune, tu dois te battre. Puis, une fois que tu rentres en centre de formation, bah, tu as tout de suite la vie d'un basketteur professionnel alors que tu ne l'es pas parce que tu es encore au lycée. Par contre, tu t'entraînes déjà 2 fois par jour et tu vas à l'école à côté et tu mélanges un peu tout. Et donc, à 15 ans, j'avais des journées qui commençaient bah, à 6 heures et qui finissaient tous les jours à 22 heures. Et donc, moi, je le vois comme quelque chose qui m'a énormément servi parce que ça m'a tenu concentré, focus et sur une ligne directrice où j'avais pas le temps de faire autre chose. Et, mais en même temps, avec le recul, j'ai pas vécu la même enfance, enfin, la même adolescence que les autres personnes de mon âge. Mais toutes ces années-là, en centre de formation, tous les jours, c'était des choix en fait. Et le choix, c'était de continuer et de s'accrocher. Parce que je me souviens que j'étais pas le meilleur joueur en centre de formation. Par contre, il y avait des joueurs qui étaient bien plus forts que moi, mais qui n'ont pas fait du basket leur métier. Pourquoi? Parce qu'à un moment, dans la tête, ça a lâché. Et, euh, et je pense que dans la tête, ça a lâché parce que pourquoi il n'était pas assez fort. Et, et moi, ça m'a amené à me dire, bah, en fait, que faire du basket mon métier, c'était vraiment ce qui résonnait le plus fort en moi et ce pourquoi je me levais vraiment tous les matins. Et donc l'école, il y avait encore l'école, et l'école, c'était pas important pour moi à ce moment-là, mais au final, c'était important pour une seule raison, c'est que d'avoir mon bac, c'était le ticket pour aller jouer aux États-Unis à la fac. Donc ça ça m'a assez motivé pour faire les efforts un peu en dernière minute, mais pour avoir mon bac, et j'ai eu mon bac, et du coup, je suis allé jouer aux États-Unis, euh, puis je suis allé jouer en Espagne ensuite, là j'avance un petit peu rapidement, je suis revenu jouer en France, et là on est en 2009, et, et si je reviens un peu en arrière, le moment où je dis pareil à mes parents et à tout le monde que je veux aller jouer aux États-Unis à la fac, la première chose que j'entends, c'est non, tu peux pas. Et tu peux pas parce qu'on n'a pas les moyens et parce que ça coûte trop cher et parce que tu te rends compte, c'est très difficile de faire ça. Et puis encore une fois, j'étais face au même choix, au même mur où je me dis, bah, ok, bah, on me dit non, mais si je veux vraiment le faire, comment je fais? Et du coup, j'ai un peu bricolé le truc et puis ça s'est bien passé. Et du coup, j'ai pu y aller. Et C'est hop, quoi le truc? bah, en fait, bricoler le truc, c'est à chaque fois dans ma vie que je veux faire un truc et qu'on me dit non, bah, j'ai la vision, mais je connais pas le chemin. Ouais. Et Et à tu fais chaque fois, quoi je là? pense que mon cœur, il parle tellement fort que bah, je rencontre les bonnes personnes, ou je vais demander aux bonnes personnes, ou je sais pas, il se passe toujours quelque chose qui fait que bah, je vais faire plein de zigzags, je vais aller à droite, à gauche, un pas en arrière, puis un pas en avant, 2 pas en avant, et, et j'arrive à y aller. Alors, j'arrive jamais à le formaliser ou à savoir exactement ce qui se passe à chaque fois, mais moi, à chaque fois, j'en reviens à, je suis sorti de ma tête et je suis allé pleinement dans mon cœur, quoi. Et je suis capable de le dire aujourd'hui à 31 ans, mais à cette époque-là, je ne savais pas hein, que c'était ça pour moi, mais je me disais, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Donc, travaille dur, continue à faire ce que tu fais au mieux. S'il faut que tu aies ton bac pour y aller, bah, aie ton bac et après, voilà, contrôle ce que tu peux contrôler et puis ça marchera. En fait, je pense que c'est ça qui m'a aidé à chaque fois que j'ai pris une claque ou qu'on m'a dit non ou qu'on m'a transmis des peurs et des doutes, à les surmonter sans vraiment savoir où j'allais, mais c'était un peu un saut de la foi à chaque fois. Merci. Et donc, à chaque fois que. Donc, après, je vais aux États-Unis, je vais en Espagne, et j'ai l'opportunité de revenir en France en 2009 et de signer mon premier contrat pro en France. Donc, c'est ce que je fais, mais ce qui voulait dire aussi fin des études. Parce qu'en France, c'est pas le même système que là-bas, et quand tu signes pro, ben, tu peux plus aller à l'école. C'est ton métier à plein temps, et donc les études finies. Donc, euh, j'avais fait que 1 an de fac aux États-Unis, donc mon bachelor, je l'avais pas eu.
Donc, je me retrouvais basketteur pro avec son bac. Mais c'était génial pour moi. C'était l'achievement, c'était j'atteignais mon rêve quoi, que j'avais depuis que j'étais gamin. Et puis tout de suite, dans ce monde sportif, tu as atteint ton rêve. Mais en fait, le plus dur, une fois que tu l'as atteint, c'est de le garder. Et c'est de rester dans ce milieu-là. Et c'est de rester à ce niveau-là et de continuer à performer. Et donc les années passent. Euh, les années passent jusqu'à mes 24 ans où là, je suis au Havre en Pro A et le début de saison se passe bien, mais il se passe quelque chose avec le club et, et là, je dois partir de l'équipe. Je dois partir de l'équipe, je suis pas gardé et du coup, c'est tout mon monde qui s'effondre. C'est c'est tout ce que j'ai construit qui s'effondre. Et je me dis, mon agent, il a foiré, il répond plus au téléphone, je dois changer d'agent. Je rentre chez ma maman à Lyon. Euh, donc du coup, j'ai plus de salaire, plus de voiture, plus d'appart parce que euh, pendant toutes ces années où c'est ton métier, le sport, on te paye tout. Donc on te donne une voiture, on te donne un appart, tu as juste à te concentrer sur jouer au basket. Et donc le moment où tu n'as plus le basket, t'as plus le reste. Et donc là, ça m'a vraiment fait descendre d'un nuage parce qu'au final, depuis mes 15 ans, j'étais sur ce nuage-là où tout était facilité pour nous et où on n'avait rien à faire. Donc au final, ça faisait peut-être presque 10 ans où je n'imaginais pas une vie différente. Et donc, un gros trou noir. Mais un trou noir au final qui m'a fait me dire, est-ce que tu as envie de revivre cette situation un jour? Et ma réponse, elle a été tout de suite non. Est-ce que tu as envie d'arrêter de jouer au basket? Non, absolument pas. Donc, qu'est-ce que tu peux faire euh, si tu veux plus revivre cette situation là-bas? C'est arrêter de broyer du noir et te remettre à t'entraîner pour être prêt parce que c'est pas parce que tu n'as plus de contrat là que dans un mois, 2 mois ou 2 jours, ton téléphone va pas sonner pour aller signer un autre contrat. Donc, il faut que tu te tiennes en forme, c'est ton boulot. Et donc, appelle des coachs qui t'aiment bien et va t'entraîner avec ces équipes-là, ce que j'ai fait. Mais en même temps, je me disais, je contrôle tellement peu de choses et au final, j'ai tellement été assisté pendant tant de temps que si le basket s'arrête l'année d'après, ou pour X raisons, je me retrouve dans cette situation-là à nouveau. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire? Et ma réponse a été de trouver un moyen de préparer ma seconde vie, préparer ma seconde carrière, mais sans abandonner mon job. Et ça, c'était un gros challenge. Et pour moi, ça a été, la réponse, c'était, tu veux pas être médecin, tu veux pas être avocat, tu veux pas rester dans le milieu du sport après, va en école de commerce et reprends tes études à zéro. Alors, une fois que je me suis dit ça, je me suis dit, OK, bon, tu reprends tes études, comment tu vas faire? Parce que les écoles, toutes les écoles à qui j'avais parlé du coup, quand je m'étais dit ça, elles m'avaient dit, ouais, Samy, tu vas reprendre tes études, c'est super, mais c'est où tu fais du basket, ou tu viens faire tes études, mais tu peux pas faire les deux. T'es encore en pleine activité, donc comment nous, on peut pas s'adapter, ça marche pas. Et j'ai eu de la chance de rencontrer le directeur d'une école qui a cru en mon projet et qui s'est dit, écoute, passe le concours et si tu l'as, je m'adapterai. Et du coup, j'ai passé le concours, je l'ai eu et puis il a tenu sa promesse, il s'est adapté. Et donc, j'ai pu reprendre mes études tout en continuant à jouer au basket. Le seul bémol, et c'était un bémol pour mon ego, c'est que je pouvais plus jouer en Pro A ou en Pro B, mais j'ai dû jouer en National 1 parce que en Pro A, en Pro B, ils acceptaient pas de l'autre côté que je me libère 2 jours dans la semaine pour aller sur le campus. Alors qu'en National 1, vu que moi je jouais en Pro A, en gros, ils avaient un joueur qui jouait à plus haut niveau pour moins d'argent et la seule condition, c'était de me libérer le lundi et le mardi pour que je sois à Lyon. Donc ça l'a fait comme ça. Et au début, je l'ai très mal vécu parce que je me disais, je suis moins payé, je paye mon école et tous mes potes, ils continuent je les vois tout le temps à la télé et je sais que je peux y être, mais j'y suis plus. Qu'est-ce que tu es en train de faire, famille? Est-ce que tu es en train d'abandonner ton rêve? Voilà. Et au final, un mois, 2 mois après, je me suis jamais aussi senti bien que dans ce que j'étais en train de faire. Et quand j'y pensais, je me disais, mais pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce qu'en fait, j'ai abandonné mon rêve? Et en fait, non, c'est que je pense que j'étais exactement là où je devais être et que à ce moment-là de ma vie, ce qui était important, c'était de nourrir ma curiosité, au final de rencontrer d'autres personnes que les personnes qu'on rencontre toujours dans le sport et on a toujours la même vie qui est très cadrée. Et le fait, c'était de nourrir tout ce que j'avais à nourrir.
Et je me suis rendu compte que c'était en fait l'école, mais c'était pas l'école, le lycée. Là, en face de moi, j'avais des intervenants qui avaient monté des boîtes, ou qui étaient en activité, ou qui l'avaient été, et qui avaient au final énormément de choses à me transmettre. Et du coup, je me suis senti super bien et mon parcours s'est super bien passé. Et je suis allé jusqu'à mon master 1 dans cette école, c'était l'IDRAC. Et, euh, et ça m'a ouvert les portes de l'EM Lyon. Et là, l'EM, même challenge. L'EM, c'était où là Samy, tu as eu ton diplôme, tu as eu ton bachelor, tu as eu ton master. Qu'est-ce que tu fais après Est-ce que tu arrêtes à ce moment-là ou est-ce que tu te dis, allez, tu as eu ton master 1, est-ce que tu pousses un peu plus loin? Et je me suis dit, ok, bah, si tu le fais au plus haut niveau possible. Alors, c'est quoi le plus haut niveau possible pour toi et où est-ce que tu as envie d'aller? Bah, pour moi, c'était l'école qui était dans ma ville et qui est une très bonne école en France. Je me suis dit, bah, allez, bah, tu t'essayes d'aller à l'EM. Et là, tout le monde m'a dit, c'est pas possible. Tu peux pas continuer. Là, il faut vraiment que tu fasses un choix. Tu peux pas continuer à jouer au basket à ce niveau-là, que ce soit ton métier, et aller dans une école aussi exigeante où ça va t'en demander trop et tu vas pas réussir. En fait, je pense que cette réaction, ça m'a un peu boosté. Et je me suis dit, ah ouais, bon, bah écoute, je vais essayer d'y aller. Et du coup, j'ai passé le concours après mon bachelor, à la fin de mon bachelor, et je l'ai raté. Et là, je me suis dit, bon, bah, tu l'as raté, qu'est-ce que tu fais? Et je me suis dit, bon, bah, vu que tu l'as raté, tu as fait ton mieux de ce moment-là, mais est-ce que ton mieux de ce moment-là détermine le fait que tu es assez bon ou pas pour y aller? Et là, je me suis dit, bah, la meilleure réponse que je peux apporter à ça, c'est que c'est vrai que là, j'étais en pleine phase finale de mon championnat, ça me demandait beaucoup et je sais que j'ai pas préparé le concours au mieux. Par contre, cet échec, entre guillemets, c'était peut-être la préparation de ma victoire l'année d'après, je sais pas. Donc, j'ai rappelé le M et je leur ai dit, bah, écoutez, je sais que j'ai raté, mais je serai là l'année prochaine. Euh, Est-ce que c'est toujours bon pour vous si j'ai le concours, comme tout le monde? Est-ce que vous pourrez adapter le programme du moment que je suis au niveau académique, vous m'acceptez toujours en tant que sportif de haut niveau. Ils ont dit, bah, reviens l'année prochaine et puis on en repart. Et l'année d'après, du coup, j'ai préparé le concours un peu mieux et puis je l'ai eu. Et donc, j'ai pu intégrer le programme Grande École de l'EM et ça a été 3 ans magnifiques et au final, ça a été la fin de la préparation de mon virage, de ma reconversion. Donc, j'avais repris à 24 ans et à la fin de l'EM, j'en avais 30. Ça m'a pris 6 ans et demi. Mais au final, je pense que ça a été 6 ans et demi où j'ai pu être en paix et j'ai pu préparer en fait le moment où j'allais me dire je raccroche les baskets, mais le moment où je raccroche les baskets en 5 contre 5 dans le basket traditionnel, parce que je joue encore, mais en 3 contre 3 c'est un peu différent. Mais en tout cas, j'avais à cœur que le moment où je raccroche les baskets, il soit pas forcé, il soit pas contraint et qu'il soit choisi. Et en fait, pour tout simplement être me dire que j'ai le plus de cartes dans les mains pour continuer à m'épanouir et à progresser. Après, en fait, cette chose à laquelle je pensais depuis que j'ai eu 8 ans, et c'était de jouer au basket et que ce soit mon métier. Et du coup, l'année dernière, j'ai fini le M et je me suis dit, bah, c'est le moment que le basket ne soit plus ton métier, redevienne pleinement une passion, mais que tu capitalises sur le basket bah, pour faire quelque chose après. Et là, en fait, on revient à quand j'avais 15 ans et quand j'avais 18 ans. Mais qu'est-ce que tu vas faire après et comment tu vas le faire? Et grande question, grande inconnue, qu'est-ce que tu vas faire? Et ben, je me suis dit, bon, bah, je vais aller faire du conseil. Et donc, j'ai commencé à faire du conseil et là, euh, perte d'identité totale, alors que je pensais avoir complètement anticipé ma reconversion, mais le fait qu'on me dise, ah, Samy, bah, qu'est-ce que tu fais? Et que, ah, en fait, non, je suis plus basketteur professionnel à plein temps, c'est plus mon métier. Maintenant, je suis consultant. Et ben, en fait, ma bouche le disait, mais mon cœur le sentait pas. Il y avait une cassure, mais une cassure qui était euh, trop dure à vivre. Et donc, du coup, je n'étais pas aligné avec moi-même. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que je n'étais pas aligné avec moi-même. Et je n'étais pas aligné avec moi-même, il y a un truc qui clochait. Du coup, j'ai pas fait du conseil très longtemps euh, et j'ai rencontré, en fait, j'ai rencontré les deux cofondateurs de la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui. Et, et aujourd'hui, euh, ils m'ont permis de effacer cette cassure au final que j'ai vécue à la fin de l'EM pour utiliser pleinement mes 15 ans de sport de haut niveau et toute ma carrière sportive professionnelle et en fait l'amener
d'en fait du conseil, mais dans un autre format où aujourd'hui j'accompagne des dirigeants, des chefs d'entreprise euh, à atteindre leurs objectifs, à performer, et ça à travers en fait euh, la vente et leurs enjeux commerciaux. Et pourquoi ça marche pour moi, et après on peut en parler, mais pourquoi ça marche pour moi? Parce que un chef d'entreprise, bah, c'est un sportif de haut niveau, sous plein de facettes. Et, euh, et moi, dans ce job-là, bah, je suis un, un apprenant, dans le sens où bah, je construis une expertise, certes très rapidement, parce que la vente, on ne l'apprend pas dans toutes les écoles qu'on fait. Donc je construis une expertise que je peux construire très vite, même si je vais la construire toute ma vie, mais c'est une expertise où très vite je deviens très fort, mais où on ne me demande pas d'oublier ma vie d'avant et on ne me demande pas d'oublier tout ce que j'ai appris pendant 15 ans. Et au contraire, où ça, ce que j'ai appris, ben, c'est très apprécié par ces personnes-là parce que je peux leur transmettre de façon intuitive, parce que je l'ai vécu peut-être à des émotions beaucoup plus hautes que eux le vivent tous les jours, et aussi des émotions surtout beaucoup plus basses que eux le vivent tous les jours. Et du coup, cet aspect de transmission et cet aspect de, bah, moi, j'ai tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait au plus haut niveau possible pour moi, et cette notion de performance, mais de bienveillance, et de se préserver, mais sans trop se préserver, faire attention à soi, mais en allant chercher le meilleur de soi-même tous les jours, bah, c'est ce que j'ai fait tout le temps, donc c'est inné, c'est naturel pour moi. Et eux, en fait, ils prennent ça sans retenue et moi, je le transmets sans retenue. Et ça me rend vivant. Et en même temps, je les aide sur une expertise que eux peuvent actionner et qui leur permet à eux de performer tous les jours sur leur terrain de jeu. Et donc, c'est pour ça que bah, ça me tenait à cœur de le partager avec vous, parce que la vente et les enjeux commerciaux, euh, c'est le cœur du réacteur d'une boîte. Et étant donné que ben, un chef d'entreprise, c'est un sportif de haut niveau, ben, c'est la porte ouverte au final à tout ce que moi j'ai vécu pendant 15 ans. Pourquoi je fais pas ci, pourquoi je fais pas ça? Ben, souvent, c'est pas le basket la cause, mais c'est mes croyances limitantes, c'est mes peurs, c'est est-ce que j'ai les bons objectifs, est-ce que j'ai mon plan d'action, est-ce que je suis capable d'aller voir vraiment en moi qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque. Et au final, de faire ce boulot-là avec des personnes aujourd'hui, bah, ça me rend ultra vivant et ça me permet au final de plonger à l'intérieur d'eux et d'aller voir vraiment ce qui les anime et ce qu'ils ont et de les challenger énormément, mais comme au final, je me challenge tous les jours. Donc, euh, donc voilà, je vous ai fait un peu la route des dernières années et, et si vous avez des questions, et voilà, je vous ai dit ça un peu pour lancer la discussion et la conversation et maintenant laissons-nous porter par ce qui vous vient, quoi. Peut-être, Camille, tu peux, pour finir le parcours, tu peux nous parler du fait que, si j'ai bien compris, hein, quand on a échangé, hein, Ah tu oui, es aussi en route vers les JO quand même. Mais peut-être que tu nous expliques peut-être en quelques mots la différence entre le ouais, 5-5, le 3-3 et ce que tu fais toi dans le 3-3, ouais. quoi. Alors la différence, c'est à la fin de les 2 dernières années, je jouais encore c'était encore mon métier de basket, je jouais en 5-5 en pro et euh, avec, euh, avec des amis, on s'est dit, enfin, ils m'ont dit, allez, viens faire un tournoi de 3-3. Et en fait, la différence, c'est la même chose qui s'est passée entre le rugby à 15 et le rugby à 7 ou à 13, ça dépend, ou le volley et le beach volley. Donc, le 3-3, au lieu de jouer à 5 contre 5, on joue à 3 contre 3. Au lieu de jouer sur tout un terrain, on joue sur un demi-terrain. Et ça change totalement la vitesse du jeu, l'intensité du jeu et la façon de jouer. Ça reste du basket, mais c'est du basket beaucoup plus punchy, beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus physique. Et surtout, on se coach nous-mêmes. Enfin, les coachs sont comme au tennis ou au golf, ils sont dans les tribunes, mais ils sont pas sur le terrain avec nous. Donc, c'est une aventure humaine exacerbée, vraiment. Et ça a refait naître de faire ça, de rejouer au basket à cette façon-là. Ça a refait naître la flamme du basket en moi, alors que j'avais 28 ans. Et chose que j'avais perdue au final un petit peu parce que je considérais au final sur les dernières années le basket vraiment comme un job et j'arrivais plus à avoir la passion dedans parce que c'est devenu vraiment mon métier. Et du coup, une chose qui a commencé entre copains l'été, bah, s'est transformée en sélectionné en équipe de France, le 3-3 qui est sport olympique, qui va être la première fois sport olympique à Tokyo. Donc, la France est en route pour les Jeux olympiques. Donc, du moment que tu es en équipe de France, bah, tu es potentiellement dans la liste pour aller aux JO. Et en fait, ça m'a remis sur une trajectoire sportive où j'ai revécu des choses que j'avais pas vécues depuis super longtemps. Et
Du coup, bah, toujours un peu un double job parce que bah, à la fin de l'EM, je me disais, bon, bah, tu as 3 vies en une, tu as le basket, tu as l'école, et en même temps, j'étais en alternance pour un peu rattraper le savoir et les expériences professionnelles que j'avais pas fait avec le basket. Et au final, bah, aujourd'hui, j'en ai plus que 2 en une, où je suis toujours sportif de haut niveau parce qu'il faut que je me maintienne en forme malgré le contexte. Euh, pour être capable de performer et me donner toutes les chances pour aller au JO. Je ne sais pas si je vais y aller. Mais bon, je suis dans la liste, donc potentiellement, il faut que je sois prêt à y aller. Et en même temps, cette vie qui maintenant est plus traditionnelle et plus normale, entre guillemets. Mais voilà, je pense pas que je peux abandonner le basket et arrêter de jouer au basket du jour au lendemain, c'est impossible parce que ça fait pleinement partie de moi. Euh, mais aujourd'hui, j'ai fait la paix avec le fait que c'est plus mon job, mais que euh, ce job que j'ai eu pendant si longtemps, en fait, construit tous mes prochains jobs qui arriveront. Donc voilà, pour mon parcours jusqu'à maintenant. Pour ce témoignage, donc maintenant, bah, les questions sont ouvertes. Ouais, allez-y, si vous en avez, si vous avez envie de me partager des choses ou si ça a fait résonner des choses en vous, Euh, dites-moi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le lien que je n'avais pas réalisé. C'est effectivement, si c'est OK qu'on se tutoie, parce qu'on ne se connaît pas, mais c'est que tu as, ce que je trouve très fort, c'est le ressort du non. Chez toi, on te dit non. C'est comme répondre aux objections. Un vendeur, on lui dit souvent non. Et donc, je vois un lien, parce qu'à chaque fois qu'on t'a dit non, au contraire, tu as trouvé une solution pour arriver à avancer sur ce que tu voulais. Donc, ça dénote une force de caractère. Alors je me dis à la fois c'est inné et en même temps sans doute c'est pas inné puisque tu arrives à transmettre cette réponse à des objections d'un vendeur, que justement comment arriver à naviguer à travers un stress aussi hein, d'un gros contrat. Donc peut-être, je ne sais pas si tu peux, si tu as le temps, élaborer un peu plus sur cette faculté que tu as à la fois en toi-même et à transmettre sur ces fameux, alors soit croyances limitantes, soit des objections classiques d'un client ou d'un... Bah, aujourd'hui, dans le job tous les jours, en fait, je suis super sensible au non parce que je suis super sensible au rejet et on a tous un besoin d'approbation plus ou moins exacerbé. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que bah, moi, pour pouvoir les aider là-dessus, bah, je dois plonger à l'intérieur de moi et aller voir quelle est ma tolérance au rejet. Et au début, je me suis rendu compte que je déteste ça et que j'ai un fort besoin d'approbation sur certaines choses. Et après, du coup, bah, ça me permet, eux, de les challenger là-dessus. Et ça, c'est aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, ce qui me drivait, c'était vraiment le pourquoi. Et, et le pourquoi si mon pourquoi était assez fort, bah, le non, je le prenais, mais je l'acceptais pas. Je l'acceptais pas. Alors, je le prenais et ça me faisait mal, mais je me disais, si c'est non devant toi, est-ce qu'à droite ou à gauche, tu peux trouver une solution? Et le souvenir qui me vient là en vous disant ça, c'est que euh, pour aller en seconde, pour être accepté au sport-études, et je savais que le sport-études, c'était vraiment mon ticket pour ensuite aller en centre de formation. Si j'allais pas en sport-études, j'avais très peu de chances d'aller en centre de formation. Si tu vas pas en centre de formation, tu as très peu de chances de passer pro. Et donc là, j'avais 14 ans et je me disais, et dans ce sport-études, il y en avait un à Lyon. Euh, et ben pour y aller, il fallait ou jouer à l'OL normalement, ou jouer à l'OL, ou jouer à l'ASVEL. Euh, donc à l'OL au foot et l'ASVEL en basket. Et après, il y avait des judokas et tout ça. Mais pour le foot et le basket, bah, moi, je jouais pas encore à l'ASVEL. J'étais pas encore à l'ASVEL. Et je savais pas, mais l'ASVEL, j'allais y aller l'année d'après. Mais à ce moment-là, je savais pas. Et je me suis dit, mais comment je vais faire si je suis pas à l'ASVEL pour aller au sport-études, sachant que bah, si j'y vais pas, je vais jamais passer pro. Et je me souviens très bien que j'ai demandé à ma mère qu'on écrive une lettre au directeur du sport-études euh, pour lui dire que ben, je n'étais pas à l'ASVEL encore, mais que j'allais tout faire pour y aller, mais que j'étais vraiment motivé pour pouvoir m'entraîner plus et avoir des horaires pour m'entraîner plus, parce que c'était vraiment mon rêve euh, de faire du basket mon métier. Et dans tous les autres lycées à Lyon, ça allait en fait pas marcher pour moi. Et,
Et ben, il y a un coach qui a appuyé ma demande et le directeur de l'école, il a accepté de me faire intégrer le sport-études, même si j'étais pas encore à l'ASVEL. Et bah, cette année-là, j'ai pris 12 centimètres et mon jeu, enfin, j'ai progressé énormément au basket et il s'avère que bah, après, j'étais pris par 3 autres centres de formation, dont l'ASVEL, et j'ai choisi d'aller à l'ASVEL. Et du coup, bah, j'étais déjà dans le sport-études, mais ça a marché. Alors qu'au début, vraiment, ma première réaction, c'était merde, je suis pas à l'ASVEL, pour aller au sport-études, il faut que je sois à l'ASVEL, c'est mort. Et au final, bah, ça a duré 2 jours. Et après, je me suis dit, bah, si je lâche maintenant, en fait, je lâche mon rêve complet. Et à ce moment-là, c'est ça qui m'a. Mon pourquoi était tellement fort que je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et ça, je pense que ça m'a drivé un peu tout le long de ma vie. De trouver une solution. Je ne sais pas comment, mais trouver une solution. Et au final, dans ce que je fais aujourd'hui, même si je le formalise avec d'autres mots maintenant, mais ce qu'il y a dans mon cœur, c'est un peu ça. C'est si tu es vraiment convaincu que tu peux aider la personne en face de toi, en tant que coach, en tant que consultant, peu importe, si tu vends un produit, si tu vends une solution, enfin, peu importe ce que tu as apporté, si tu es vraiment convaincu dans ton cœur que tu peux l'aider, il faut que lui, il comprenne que tu l'appelles pas pour rien, tu parles pas avec lui pour rien, mais c'est vraiment que tu es convaincu que tu peux l'aider. Donc, il y a une solution. Et donc, toi, à l'inverse, quand hop, tu le coaches là-dessus ou tu le conseilles là-dessus, bah, euh, quand tu entends non, en fait, est-ce que tu le prends personnellement ou est-ce que c'est que la personne en face, elle n'a pas complètement compris ce que tu veux faire avec elle ou que tu peux l'aider d'une façon ou d'une autre? Comment tu fais pour en fait passer à droite ou passer à gauche? Avec, encore une fois, énormément de bienveillance et la bonne façon de le faire, mais si on te dit non et que tu prends le non, bah, au final, si tu penses bien et tu prends du recul, bah, tu t'arrêtes à tout dans ta vie. Parce qu'on va souvent te dire non. Et souvent, le non, il veut même pas dire non, c'est juste une réaction émotionnelle à une situation de stress. On dit non. Donc, Et d'accord. Comment dribbler le non ou le problème? ouais, exactement. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu fais avec, quoi? Est-ce que tu le prends, tu joues avec, ou est-ce que tu le prends et tu t'arrêtes? C'est un peu ça aujourd'hui. Merci. On t'entend pas? Ouais. Décidément, j'ai un double clic. Merci beaucoup déjà, Samy, c'est vraiment très très intéressant. J'entends que le non, finalement, c'est un des moteurs, et en tout cas la sincérité, c'est un moteur, c'est-à-dire que tu y crois vraiment, et c'est un élément clé. Ce serait quoi un ou deux autres points sur lesquels tu t'appuies de ton expérience de basketteur pour accompagner tes clients? Euh, que la performance, en fait, elle se construit et qu'elle n'est pas instantanée. Et ça, pour quelqu'un qui, je pense qu'il n'a pas vécu comme je l'ai vécu, c'est difficile à processer dans la tête. Euh, on veut un truc à l'instant T, ou on veut un truc dans 3 mois, et on se dit, bah, c'est bon. Alors qu'en fait, ça passe par l'entraînement, énormément d'entraînement. Et qu'en fait, si on veut être bon à l'instant T, bah, fallait commencer à s'entraîner pour ça hier et à construire cette performance-là qu'on veut à l'instant T hier. Et donc, qu'est-ce que tu mets en place pour être performant à l'instant T? Et souvent, bah, par exemple, pour en revenir au sport, on va souvent penser, OK, bah, si je veux être performant pour le match du week-end, il faut que je mette tant de paniers ou il faut qu'on fasse tel système et tel système. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et en fait, ça dépasse ton métier. C'est-à-dire que tu veux être bon ce week-end, bah, en fait, tu vas pas être bon que si tu te concentres à mettre des paniers. Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu es au clair dans ta tête? Est-ce que tu es au clair sur pourquoi tu fais ça? Et le plus tu es clair et le plus tu prépares et que tu fais attention à chaque détail, plus en fait le samedi, le jour du match, ça va être facile. Et, et quand on en revient au sport, à l'entraînement, plus tu t'entraînes dur à l'entraînement, plus les matchs vont être faciles. Et les matchs vont être plus faciles que l'entraînement. Et ça, en fait, de le dire, c'est joli, et de le vivre, c'est autre chose. Et du coup, de les prendre et de les faire, de leur montrer qu'ils ont une grande vision, mais qu'ils font pas attention à chaque détail et que chaque détail compte, même le plus insignifiant, il compte. Et que chaque détail, en fait, va te donner énormément de confiance et qu'en fait, tu douteras plus du tout, en fait, de ton résultat.
mais tu vas dépasser ton résultat si tu fais attention à chaque détail. Et ben, c'est ça la performance. La performance, c'est pas ce que tu fais à l'instant T, mais c'est ce que tu construis jusqu'à l'instant T. Et ça, je pense que ça, c'est un truc que tu peux pas, tu peux pas expliquer si t'as pas pris des énormes claques et que t'as pas en même temps vécu des émotions super hautes avec ça. Et je pense que j'ai appris beaucoup plus de mes claques. J'ai appris ce que mes moments très durs m'ont appris. Ça aurait été impossible de les apprendre avec des moments de victoire. Et le sport a une faculté, c'est que ben, les amplitudes d'émotions sont énormes. Donc quand ça va vraiment pas. Et ça, on a l'impression qu'on est les derniers nuls. Et en même temps, tu as les médias et les journalistes et tout qui enfoncent le truc. Et en fait, tu peux passer du meilleur au plus nul en une semaine. Et donc, ça, tu l'intègres au bout d'un moment, tu fais moins attention. Mais quand tu reviens dans la vie normale, bah, les personnes que tu côtoies, ils vont vivre ces émotions positives et négatives, mais avec des amplitudes bien moins grandes. Donc toi, quand tu arrives et que bah, tu leur dis, mais ce que tu vis, c'est normal et c'est pas grave et en fait, c'est ce qui t'amène à ta victoire de demain, bah, je pense que je le dis et je le vis tellement avec eux que ça me replonge tellement dans certains moments qu'ils doutent pas une seconde en fait que c'est pas grave ce qui se passe et que ça va aller. Je pense que ça, c'est une vraie plus-value. Donc ouais, je dirais la préparation de la performance et, euh, et l'importance de se faire accompagner. Ce serait l'autre truc que je dirais parce que pour moi, c'est naturel d'être coaché ou d'être accompagné, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Et au final, un accompagnement, c'est un investissement sur soi-même et je pense que c'est le premier investissement qu'on doit faire. Et d'être coachable, en fait, c'est ta capacité à créer, ta capacité à aller chercher bah, tes objectifs et tes rêves. Et en général, on pense qu'on peut le faire tout seul, mais on a toujours besoin d'un miroir, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous challenge, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous dise ce qu'on n'a pas envie d'entendre parce qu'on ne se le dira pas soi-même. Et les gens qui nous aiment, en général, ils nous aiment et ils pensent que nous aimer, bah, c'est nous dire ce qu'on veut entendre souvent. Alors qu'un coach, bah, sa posture, il n'est pas là pour ça. Donc pour moi, c'est très naturel de me faire coacher et j'en ai besoin. Et, et du coup, quand les gens me disent, mais moi, tout va bien, je n'ai pas besoin d'être coaché, et puis je leur dis, bah, est-ce que tu penses que qui a le plus de coachs Giroud, avec tout le respect que je lui dois, il a des coachs, mais ou Cristiano Ronaldo, qui est un des plus grands joueurs de tous les temps dans sa discipline. Bah, c'est Cristiano Ronaldo qui a le plus de coachs. Pourquoi? Bah, parce qu'il a compris l'importance du coaching. Et ça, en général, ça fait mouche. Parce que les gens, ils se disent, bon, bah, ok, c'est pas parce que tout va bien que je peux pas faire mieux. Et ça me parle beaucoup. Donc voilà, je dirais ça, les deux choses, ces deux choses-là. Super, merci. Ce que tu dis, c'est que dans la performance, c'est un mot qui revient souvent et c'est normal pour un sportif de très haut niveau. Ce que tu dis, c'est que dans la performance, c'est pas qu'une question de résultat, c'est une question de cheminement. Complètement. Alors, nous, coach, ça nous parle, mais je trouve ça intéressant le sujet de la performance et je m'interroge, quand tu es avec des clients, comment ce discours-là, il est vécu? Bah, Il n'est pas si naturel que ça. non, justement. Et ben, en fait, s'ils bossent avec moi, bah, c'est qu'à un moment, ça les a fait bouger. En fait, ils se sont dit, j'aime pas entendre ça, mais peut-être qu'il y a quelque chose dedans. Et, euh, et ma posture et la posture de ce que je fais, c'est vraiment, viens t'entraîner, viens vivre tes émotions, entraîne-toi, drill-les, fais tout ce que tu vas faire en match, entre guillemets, faisons-le ensemble, vis ces émotions-là. Et, euh, et du coup, ils se rendent compte que bah, pour être performant, par exemple, le jour de leur rendez-vous, que ça se passe bien, bah, c'est ce que eux mettent sur nos performances. Ma performance, elle a été à ce moment-là, bah, qui se rendent compte que bah, plus ils sont préparés à être performants à ce moment-là, bah, plus ils vont l'être. Et du coup, ça devient logique pour eux de mettre les moyens et de mettre les efforts pour arriver prêt à ce moment-là. En fait, nous, c'est toute notre démarche de sportif où bah, même avant la saison, bah, il y a une phase de pré-saison
où là, bah, on prépare nos corps et on prépare nos têtes et voilà. Et après, il y a la saison qui commence. Mais du coup, sans la pré-saison, bah, on ne peut pas être performant pour le premier match de la saison. Donc pour moi, c'est super naturel. Bah, je leur dis, OK, bah, vous, c'est quoi votre pré-saison? En fait, votre pré-saison, bah, elle peut être très longue avant d'attaquer, par exemple, l'année fiscale ou la rentrée, mais elle peut être aussi très courte. Comment vous préparez votre prochain rendez-vous? Comment vous préparez votre prochain match? Comment vous préparez votre prochain challenge? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous déjà? Est-ce que c'est clair ce que ça veut dire pour vous? Parce que si ça ne l'est pas, à quoi bon le faire? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment au niveau de vos rêves, au niveau de vos ambitions, au niveau de vos objectifs? En fait, de faire ce travail-là, ça leur permet eux de se dire, ah ouais, en fait, je vais pas arriver à ce rendez-vous-là et improviser et être bon. Ça va pas être ça. Ça va être, je vais peut-être visualiser ça, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire préparer ce moment-là. Et en fait, du coup, ça devient super logique pour eux, même si au début, c'est contre-intuitif. En fait, c'est quand on mettait tout simplement pas les mêmes mots derrière performance. Pour moi, performance, c'est un chemin avec un aboutissement. Par exemple, Usain Bolt, sa performance, bah, ce qu'on retient de sa performance et ce que les journaux retiennent d'une performance, bah, c'est l'instant T, ce que tu as accompli à un moment. Par contre, Usain Bolt, sa vraie performance, c'est de s'entraîner pour arriver à faire ça, quoi. En fait, son 9,52, je crois, il est facile pour lui parce qu'avant, il en a bavé pendant je sais pas combien de temps pour être capable de faire ce truc-là à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a couru je sais pas combien de fois à l'entraînement en moins de 9,80. Ça, c'est super dur. C'est plus dur que de les faire devant 20 000 personnes, même si c'est contre-intuitif. C'est-à-dire que tous les jours, tu es capable d'aller vomir à l'entraînement. Mais tu le fais, pourquoi? Parce que tu sais que ça va t'amener à ce moment-là. Et on va parler de quoi dans les journaux ou à la télé? On va parler de ta course. Mais toi, tu sais que ta performance, elle a commencé il y a des mois en amont, quoi. Je pense de transmettre ça change plein de choses. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est comme ça que je le vois. Samy, je me demandais, tu parlais tout à l'heure de ton rêve de 14 ans, 15 ans. Ouais. Voilà. Et voilà, et du fait que tu as fait des choix, et puis tu étais au bon endroit, puis après tu t'es retrouvé en désalignement, et puis tu es. Voilà. Aujourd'hui, tu saurais dire de manière. Enfin, voilà. Quel est ton rêve d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose comme lorsque tu avais 14-15 ans où tu te projetais dans un futur, dans un avenir, je veux être pro plus tard? Ou est-ce que ton rêve, c'est de vivre simplement ce que tu vis là? Ou comment tu vis ton rêve aujourd'hui? Alors, j'y ai pensé et en fait, j'essaye de l'écrire souvent et ça change tout le temps, mais ça en revient à. Euh, je veux aller chercher une certaine liberté. Et une certaine liberté, au final, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire n'être contraint à rien, au final, pour me contraindre à tout ce que je veux. Tu vois, dans l'idée, c'est que ce soit à travers bah, l'argent que je peux gagner, la façon dont je travaille, c'est d'aller chercher une certaine façon de faire ce que je veux. Et au final, ce que je veux, bah, ce que je veux aujourd'hui, ça va changer, je sais, demain, etc. Mais dans mon mindset, c'est là, ce que je fais, ça me plaît. Et du coup, c'est un peu comme le basket où je suis allé essayer le basket, ça m'a plu. Bah là, ça me plaît. Du coup, le next step, c'est de exceller là-dedans. Et c'est tellement dur d'exceller dans quelque chose d'autre que le sport pour moi, là. C'est tellement un retour à zéro. C'est tellement, je sais pas, j'ai tellement de trucs à lire. Je suis en face d'un océan, en fait, de savoir. Bah, je vais exceller. Je vais être un des meilleurs là-dedans et voir où ça m'amène. Mais je sais que si j'excelle là-dedans sans reproduire les erreurs que j'ai fait jusqu'à maintenant, bah, ça m'amènera forcément quelque chose de bien. Et, euh, et je sais que ça passe aussi par la capacité à transmettre et l'envie de transmettre et d'inspirer les gens. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc mon rêve, aujourd'hui, je n'arrive pas à le dessiner comme, avec des mots comme bah, je vais être basketteur pro, mais je sais que ça a un rapport avec être libre, transmettre et inspirer.
C'est vraiment ça. Et du coup, quand je dis ça, tu vois, même quand je dis ça, j'en ai des frissons parce que je sais que c'est pleinement aligné avec qui je suis. Et là, je pense que le temps le temps me permet en final de me connaître de mieux en mieux et je sais que peu importe ce que je fais, si je respecte ces choses-là, ça va aller. Et c'est plus comme ça que j'avance maintenant. Samy, je sais pas si, oui, tu évoques donc ce rêve, tu évoques tout le travail, l'entraînement, le fait de te projeter et de tout faire pour avancer. Quelle est la place en même temps, tu as rencontré des personnes qui t'ont aidé, tu es allé les chercher, donc il y a toujours quelque chose d'assez, enfin toujours, je sais pas, mais il y a quelque chose d'assez actif, proactif, volontaire, une vision. Quelle est la place pour toi que tu laisses au hasard, la découverte, C'est marrant que tu me dises ça parce que je le vivais comme un combat. Euh, tout bête, mais dans le sport, il y a un coach et le coach, il a le pouvoir de te faire jouer ou pas te faire jouer. Et puis des fois, tu es super bon et puis il te fait pas jouer. Tu comprends pas pourquoi. Et tu te dis, mais c'est pas juste et tu le vis vraiment comme une injustice. Et en fait, c'est super important parce que si tu joues pas, t'es pas sur le terrain. Si t'es pas sur le terrain, tu produis pas. Si tu produis pas, l'année d'après, ton agent il dit bah il n'y a pas trop de clubs qui veulent te filer un contrat parce que donc tu vis vraiment mal de pas jouer. Et c'est pas quelque chose que tu contrôles. Et pour renverser la vapeur, au fil des années, tu te rends compte que tu dois contrôler et te focus sur simplement les choses que tu peux contrôler. Et ben, dans le sport, tu contrôles pas d'être sur le terrain ou pas. Par contre, tu contrôles ce que tu manges, comment tu t'entraînes, ton attitude et ta façon d'interagir avec tout le monde. Et en fait, que tu sois sur le terrain 40 minutes ou 1 minute, il faut que tu sois parfait. Dans le sens, bonne attitude, tu donnes ton max, tu fais de ton mieux, tu as bien dormi, tu t'es bien préparé, tu as bien mangé, tu es prêt à jouer. Et après, le coach qui te mette ou qui te mette pas, toi, tu as contrôlé ce que tu peux contrôler. Mais au final, tu te rends compte que si tu contrôles et si tu essayes de faire tout ce que tu peux faire au mieux, bah, ça fait que, vu que tu as la bonne attitude, etc., donc tu es sur le terrain. Mais sauf que quand on a 20 ans, c'est super dur à comprendre ça. Et du coup, on fait plein de conneries, on ouvre un peu trop sa bouche, etc., etc. Et on en vient à comprendre ça après, sur la fin. Mais du coup, pour en revenir à ta question, le hasard, bah, c'est d'essayer de s'en détacher le plus possible et de se dire que bah, là, il y a cette situation-là à l'instant T. Est-ce que je peux la contrôler? Oui ou non? Si je peux pas contrôler, bah, stresse pas à propos de ça. Si tu peux contrôler quelque chose par rapport à ça, bah, fais-le. Fais-le au mieux, fais de ton mieux. Et du coup, si tu fais de ton mieux, bah, t'as pas de raison de stresser. Donc ça, c'est ce que j'essaye de me rappeler et de me dire à ma petite voix. Mais bien sûr, il y a plein d'insécurités et sur le coup, on réagit, on a des émotions et tout. Donc, des fois, on s'accroche un peu trop au truc. Mais c'est ce que j'essaye de me répéter le plus possible. Et quand j'y arrive pas, bah, je me fais coacher pour y arriver, quoi. Telle situation, en fait, je vois pas clair et en fait, qu'est-ce que tu peux contrôler là-dedans? Bah, si tu peux rien contrôler là-dedans, relax, quoi. C'est pas toi qui va, c'est pas toi qui va changer le truc. Donc, typiquement, là, la situation avec le Covid, bah, ouais, on peut pas jouer. Les tournois partout dans le monde, on n'a pas la main dessus. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Bah, de se remettre vraiment en marche d'un point de vue physique et de jouer le plus possible, s'entraîner au mieux, faire notre mieux pour ça avec les conditions qu'on a, et puis le reste, bah, on verra. Mais au moins que le jour où le tournoi il tombe et qu'on doit aller aux Philippines ou autre, on est prêt. Voilà, c'est le seul truc qu'on peut contrôler. Alors que si on se dit oui, mais purée, le Covid, on ne sait pas quand il y a les tournois et tout, on stresse, en fait on se crée du stress, et au final on s'entraîne pas, on s'entraîne mal, et puis le moment où le truc il tombe en dernière minute, on n'est pas prêt. Donc c'est un peu comme ça que j'essaie de gérer le hasard. Qu'est-ce que je peux contrôler à chaque fois? Qu'est-ce que je peux faire? Et je le fais, et puis voilà. Du moins, je fais de mon mieux pour le faire. Sophie avait une question, je crois. Ouais. Tu disais tout à l'heure, tu as eu des périodes vraiment down. C'était dur, émotionnellement, c'était vraiment très dur. Quelles sont les ressources que tu as mobilisées? Comment est-ce que tu es sorti en fait de ce trou? Qu'est-ce qui t'a guidé à ce moment-là? Alors,
le plus gros moment d'Inde que je vous ai partagé, c'est le moment où je me fais couper du Havre. Et là, c'est descendre d'un. En fait, je suis descendu de 10 étages. Et vraiment, j'avais 23 ans et demi, 24 ans, en fait, tu t'y attends tellement pas que là, tu te dis. Là, ce qui m'a réveillé un peu, c'est je peux pas me laisser vivre comme ça. Mon corps, c'est mon outil de travail. Si je m'entraîne pas, ne serait-ce que 6 semaines, on sait on sait qu'en 6 semaines, on perd énormément. Mais déjà, en 2 semaines sans s'entraîner, on perd toute notre capacité aérobie qu'on a créée pendant la prépa. Et du coup, il nous faut au moins 6 semaines derrière pour se remettre au niveau, pour jouer à ce niveau-là. Donc déjà, dans ma tête, je me disais, là, tu es en train de te flinguer, bouge-toi, tu vois, bouge-toi. Et, euh, et ce qui m'a drivé aussi à ce moment-là, c'est la peur. J'ai aucun problème à le dire maintenant, c'est que j'ai flippé, j'avais vraiment peur de me retrouver sans rien après le basket. Et, euh, et c'est triste, mais l'été d'après, j'ai passé un été dans le sud de la France et tous les videurs et les physios des boîtes dans lesquelles j'allais, c'était des anciens basketteurs dans les années 80. Et là, je me suis dit, franchement, j'ai pas envie, c'est super ce qu'ils font, trop bien si ça leur va, mais moi, j'ai pas envie de ça. Du coup, je me suis dit, mais il faut absolument que je me donne le plus de cartes possible pour pas vivre ça après, parce que je joue pas en NBA, je joue pas en Euroleague, c'est-à-dire que je gagne pas des millions avec le basket, et même si je gagne bien ma vie, je devrais travailler après, c'est sûr et certain. Du coup, tout ce que les sportifs font, eh ben, ils se disent, je sais que je devrais faire quelque chose après, mais j'y penserai plus tard parce que je suis dans le truc de ma carrière, j'y penserai. On met un peu ça sous le tapis. Et moi, en fait, cette claque, elle m'a permis de me rendre compte que mettre ça sous le tapis, ça allait pas m'aider et que si on faisait le calcul, euh, quoi qu'il arrive, je devrais travailler. Donc, autant que je me donne le plus de chances possible pour faire quelque chose que j'aime. Tu vois? Donc là, c'était un peu l'orgueil et la peur qui m'a drivé à ce moment-là. Et après, il y a un autre truc que je ne vous ai pas partagé, c'était l'année dernière, le moment où j'arrive enfin à atteindre mon objectif de ma reconversion, choisir le moment où j'arrête le basket et, euh, retrouver une vie entre guillemets normale. Mais en fait, pendant toutes ces années, j'étais en couple. Et sur les dernières années, bah, j'avais 3 vies en une. Du coup, je m'en rendais pas compte, mais j'étais sur un autoroute et j'ai fait plein de dommages collatéraux. Et bah, ma madame, à ce moment-là, bah, elle a décidé de partir parce que j'ai énormément négligé ma relation, mais sans m'en rendre compte parce que j'étais focus sur mon truc. Et donc, vraiment, c'était comme dans un film. Le moment où j'atteins tous mes objectifs et au final, tout ce que j'avais envie de faire depuis toutes ces années, moi, je pensais que c'était pour moi, mais au fond de moi, je le faisais pour nous, pour qu'on ait une vie stable, pour qu'on ait une vie plus normale, qu'on ait une sécurité financière après le basket, etc., etc. En fait, elle, c'était le trop-plein. Et au moment où moi, je termine tout et enfin, je peux lui accorder du temps à cette vie-là, bah elle, en fait, elle n'avait plus envie de cette vie-là avec moi. Et du coup, elle est partie. Et là, je me suis dit, mais comment c'est possible que j'ai travaillé aussi dur, j'ai atteint tous mes objectifs pour nous offrir ça, et qu'au moment où je peux le faire, bah toi, tu pars. Et là, ça a été une remise en question monumentale. Parce que c'est à ce moment-là où en fait je me suis dit et je me suis rendu compte que bah, mon autoroute du succès, elle avait aucun sens sans la personne avec qui j'avais envie de le partager. Alors que pendant que j'étais dedans, c'était vraiment moi, quoi. J'étais focus sur moi et je me rendais pas compte euh, que j'accordais pas beaucoup d'attention à elle et aussi à ma famille, à ma mère, et mes frères et sœurs et tout ça. C'était vraiment focus sur moi. Et en fait, à ce moment-là, ça m'a vraiment appris à me dire, bah, toi, c'est important, mais si tu réussis tout ce que toi, tu as envie de faire, mais que tu perds le sens profond de pourquoi tu le fais, bah, ça va te faire mal. Et du coup, ça m'a permis là d'aller voir d'autres choses en moi. Et ça, c'est la deuxième claque de ma vie, la plus grosse, quoi. Et du coup, ça m'a permis en quelques mois de changer énormément de choses, de prendre énormément de recul sur les choses et de me dire, peu importe quel objectif tu te fixes dans le futur, aussi ambitieux qu'il soit, n'oublie pas pourquoi tu le fais au début. Et au fait, tu le fais jamais pour toi seul. Tu le fais toujours pour toi et les gens que t'aimes. Et si dans le process, bah, tu oublies les gens que t'aimes ou tu les négliges, quand tu te retrouves tout seul avec tous tes cadeaux, bah, tu n'as plus envie de tes cadeaux. Donc ça m'a appris énormément de choses.
Ça m'a appris énormément de choses. Et de le partager, en fait, je le partage pas souvent, mais de le partager à chaque fois que ça vient, ça me fait me rendre compte je pense qu'on apprend toute notre vie et que, en fait, on n'est jamais assez grand ou assez expérimenté pour faire des belles erreurs. Et l'important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces erreurs-là. Est-ce que ça nous rend plus forts? Est-ce que ça nous fait voir les choses? Est-ce que ça nous permet d'aller voir ces choses en nous? Ou est-ce qu'on n'en fait pas grand-chose et en fait, on va répéter derrière? Donc voilà. Bonne petite claque. Vas-y, Yannick. Oui, j'avais quelque chose, en fait, quand je t'ai écouté, il y a des moments où j'ai des petites sueurs froides sur ton rythme. Depuis le lycée, de lever, de coucher, quoi. Pas forcément ces heures-là, mais en tout cas, sur l'intensité de ce que tu as vécu en termes d'entraînement, en termes d'école, en termes de double vie, après, comme tu le disais. Et moi, ce que je voulais te demander, en fait, c'est est-ce qu'il y a des moments, en fait, tu arrives vraiment, pour le coup, à rester connecté avec comment tu te sens, tes limites, tes besoins et tout ça, ou est-ce qu'à des moments, tu es uniquement dans l'effort et le fait de vivre tout ça? Parce que moi, de mon point de vue, hein, c'est quelque chose qui me semble insurmontable, et donc j'ai envie de t'avoir de retour là-dessus, en fait. Il y a des moments où tu te poses pas trop de questions et tu sais, par exemple, les 2 dernières années, 2017, 2018, enfin 2018-2019, c'était vraiment 2 années où tu as la tête dans le guidon. Et bien sûr, il y a des moments où tu essayes de prendre de la hauteur et de dire il faut que je reste connecté à. Moi, c'est vraiment rester connecté à ma spiritualité, rester connecté à prendre soin de moi, rester connecté à méditer. C'est des trucs vraiment, c'est important pour moi, mais il y a des moments là dans ces 2 années où j'y arrivais pas. Parce qu'au final, tu vas à fond et tu n'as pas d'autre choix que d'aller à fond parce que tout s'enchaîne. Et que si tu n'es pas super carré dans ton organisation, bah tu rates plein de choses. Après, c'est un rythme au final auquel le pourquoi était super important. Et donc, pour moi, c'était comme ça et pas autrement. J'avais pas d'autre façon de fonctionner. Mais en même temps, tu vois, en faisant ça, j'ai raté beaucoup de choses sans m'en rendre compte. Tu vois, j'ai pas fait attention à beaucoup de choses, on va dire. Mais c'était nécessaire à ce moment-là pour atteindre mes objectifs. Par contre, à la décembre 2019, j'étais à bout du truc. J'avais qu'une envie, c'était réussir ça pour ne plus avoir 3 vies en une, mais essayer d'avoir une vie en une. Tu vois, j'étais vraiment arrivé à ce moment-là où j'avais envie d'un truc beaucoup plus simple. J'avais plus du tout envie, même de. Pourquoi le basket c'était le bon moment pour moi d'arrêter? Parce que j'avais envie, par exemple, tout bête, mais de pas déménager tous les ans ou tous les 2 ans, de savoir où j'allais être un peu. Peut-être on vient à ces trucs-là, alors que quand tu as 20, 21, 22 ans, je kiffais trop déménager tout le temps, voyager tout le temps. J'adorais, enfin, cette insécurité, entre guillemets, pour moi, c'était de l'excitation. Tu vois, c'était à chaque fois, c'était comme un jeu. À chaque fois, si tu étais bon là, hop, tu atteignais un autre niveau du jeu et tu allais quelque part d'autre et tout ça. Et au final, en approchant de mes 30 ans et tout, j'avais plus envie de ça. Tu vois, j'avais envie de ralentir. Mais au final, ralentir ne veut pas dire ne pas continuer à progresser. Ça, j'avais du mal avec ça avant. Mais ralentir, en fait, ça veut dire peut-être juste mettre les blocs de ma vie différemment pour continuer en fait à progresser dans une vie un peu différente. Tu vois? Et ça, c'est un vrai job avec moi parce que ralentir, des fois, je me dis ralentir et c'est me préserver, alors qu'en fait, j'ai pas besoin de me préserver, j'ai juste besoin de faire les choses d'une façon différente. Parce que me préserver, ça veut dire ne pas aller à ma limite. Et en fait, si je suis pas à ma limite, je suis en dessous. Du coup, si je peux mieux faire, bah, je fais pas mieux. Et si je vais au-dessus, je me crame. Donc, tu vois, c'est toujours une ligne un peu fine, mais je pense que l'excellence, elle se trouve là et tu es obligé de sortir de ta zone de confort pour aller la chercher. Et quand tu es dans ta zone de confort trop longtemps, eh ben, tu t'empâtes un peu. Et ça, je le sens très vite. Tu vois. Et je me dis, ah là, tout va bien, où je suis un peu trop confortable, là, comment j'en sors? Parce que quand j'en sors, je recrée une nouvelle zone de confort et hop, et c'est comme ça que j'avance. Merci. Ouais. Ouais, je vois. Il nous reste 8 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'avais une petite question, si c'est possible. Tu parlais de la vente et du dirigeant ou du chef de vente, enfin, des gens que tu accompagnes par rapport à la vente ou à la stratégie. Et est-ce que pour que ça marche, entre guillemets,
et au-delà de la préparation, c'est finalement, tu as parlé pas mal de se connecter à ses émotions, c'est nommer peut-être telle ou telle croyance limitante pour la dépasser. Est-ce que c'est ça le point clé, que les gens reconnaissent que peut-être ceci, cela leur fait peur, enfin si c'est la peur, hein. Ouais. Est-ce que tu as peut-être un exemple, si c'est pas trop concret, enfin trop indiscret, mais pour voir quand ça débloque, parce que c'est assez passionnant à ce moment-là, je pense. Je pense que tu as tout dit. En général, les conversations, elles commencent par des trucs très en surface. Et en creusant, tu te rends compte que c'est pour ça que j'adore le truc, parce que la vente, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, en fait, mais c'est une belle fenêtre. Quand ta boîte, c'est ton bébé, c'est ton projet, c'est une belle fenêtre pour plonger à l'intérieur de toi et de ce qui te bloque pour faire mieux ou pour aller là où tu as envie d'aller. Et tu te rends compte que souvent, c'est ton éducation, ta culture, tes fausses croyances ou tes croyances, qu'est-ce qui te limite. Et c'est la clé, mais je dirais même pas que pour ça, mais pour tout, en fin de compte. C'est souvent, on a envie de faire quelque chose, pourquoi on le fait pas? On va se trouver les excuses de pourquoi on le fait pas. Mais si on creuse vraiment au-delà des symptômes et qu'on va au vrai problème, le vrai problème, c'est nous. Et sauf que on a du mal à aller le voir tout seul, ça. On a souvent besoin de quelqu'un pour aller voir ça. Et c'est là que c'est génial, parce que ça dépasse la vente, ou ça dépasse le sport, ou ça dépasse en fait tout ce qu'on met au-dessus, et on plonge vraiment. Et en fait, c'est une aventure humaine au-delà du job, c'est un lien concret avec les gens, et je pense que moi, je vis que pour ça. C'est les liens que je crée, même s'ils sont courts, s'ils sont sur 6 mois, sur 3 mois ou autre, des choses qui me changent profondément et qui me font progresser en tant qu'homme pour toute ma vie. C'est des choses que je prends et que je donne. Et je pense qu'en fait, on est là pour ça, au final. Nos activités, elles nous permettent d'aller trouver des choses en nous et de donner des choses à des gens pour que chacun, on s'aide à progresser, à se tirer vers le haut et à apprendre. Peu importe nos chemins de vie, je pense vraiment qu'on est là pour ça. Et donc, c'est juste, pour moi, c'est une fenêtre aujourd'hui. C'est une fenêtre pour aller apprendre et donner et progresser. Merci. Oui, j'avais une question, enfin des questions. Vas-y. Merci en tous les cas pour ce très bel échange. Et justement, ma question allait dans le sens de ce que tu viens de poser quelque part, parce que j'ai entendu plein de Samy, si je puis dire, toutes ces différentes facettes que tu as pu nous montrer. Et j'aime bien là toucher du doigt un peu celle dont tu viens de nous parler, c'est-à-dire, moi, la question que je me posais, c'était, est-ce que tu identifies aujourd'hui justement ta quête, entre guillemets, au-delà de l'excellence et de la confrontation aux limites, notamment quand tu parles de l'importance pour toi d'être connecté avec ta spiritualité. Est-ce que tu arrives à mûrir aujourd'hui cette quête en toi? Ouais. C'est laquelle alors, si tu veux bien nous la partager? Je pense qu'on a tous un chemin de vie bien particulier. Je pense pas qu'on vient par hasard faire ce qu'on fait. Et je pense par contre qu'on vient tous avec des choses à soigner. Et que ce qu'on va faire dans nos vies, et peu importe les traumas qu'on a vécus, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, ils nous séparent, entre guillemets, de l'être véritable qu'on est. Et à travers tout ce qu'on va mettre en place dans notre vie, ce qu'on va faire, les personnes qu'on va croiser, rencontrer, peut-être qu'il y a des personnes qu'on va croiser 5 minutes qui vont changer notre vie et ça va être génial. Mais du coup, ma quête, ce serait d'aller récupérer toutes ces petites parties de moi qui se baladent un peu à l'intérieur de moi, à droite, à gauche, et les ramener au centre. Tu vois? Et quand je dis s'aligner, en fait, c'est ça, c'est aller récupérer tous les petits Samy qui ont 3 ans, 8 ans, 15 ans, 16 ans, et en fait qui sont perdus parce qu'ils ont plus de voix aujourd'hui, donc ils s'expriment que dans la peur, ils s'expriment que dans la crispation. Et au final, quand t'es pas dans... Je me rends compte que quand je suis pas dans le moi, dans le self, quoi, entre guillemets, le moi là qui parle et qui est OK, quand je suis dans mon système nerveux de la peur ventrale, enfin dorsale un peu, au final, c'est une partie de moi qui est en stress, quoi. Qui est en stress, et c'est là je me dis, mais pourquoi tu es en stress? Pourquoi elle est en stress? Qu'est-ce qu'elle a vécu? À quoi ça me ramène? À quel moment de ma vie ça me ramène? Quel moment, en fait, où j'ai vécu un truc que j'ai pas réglé?
il faut que j'aille voir ça. Et au final, ma quête, ce serait d'être super attentif à tous ces trucs en moi qui ont besoin d'être vus et de les ramener à moi pour être le plus plein possible. Et ce qui me permet en fait d'aller vers les gens d'un endroit plein et non d'un endroit vide. Et au final, si toutes les personnes sur Terre se rencontrent d'un endroit plein, ben, en fait, il n'y a que de la magie qui en sort. Et souvent, en fait, on va vers les gens d'un endroit vide. Et du coup, on va pour prendre. Alors que si on va d'un endroit plein, ben, on n'a qu'une possibilité, c'est donner, mais sans se vider, parce qu'on est tous les deux pleins. Donc voilà. Donc c'est un peu ça ma quête. Je pense que c'est de remplir tous mes vases et d'être pleinement moi pour pouvoir aller vers les gens en fait du bon endroit. Je propose que ce soit peut-être un mot de conclusion parce que vraiment, je crois que c'est une conclusion magique que tu viens de nous proposer par rapport à tout ce que tu nous décris, parce que c'est à la fois une conclusion, me semble-t-il, de perspective, de rêve, telle que tu nous l'as partagé, et en même temps, c'est une conclusion qui vient rassembler tout ce que tu nous as dit. Et donc, je trouve que voilà un mot là sur cette notion de venir se rassembler, être plein pour se rencontrer et faire un monde qui soit un monde de gens qui se rencontrent parce que alignés, parce que pleins et parce que capables de donner. Je trouve ça vraiment merveilleux. Je voudrais vraiment, vraiment t'en remercier, Samy. On ne se connaissait pas beaucoup et là, je suis excessivement heureux de cette rencontre. J'espère que c'est le cas de chacun. Alors voilà, peut-être qu'on peut t'applaudir. Voilà, merci beaucoup. C'est un plaisir de partager avec vous. Voilà. C'est vraiment cool. Merci. Donc, notre prochaine rencontre sera, pour l'instant, on ne sait pas encore avec qui. Nous sommes en train de réfléchir à cela. Et normalement, ce sera tout le deuxième mercredi du mois. Et donc, écoutez, on vous enverra l'information dès qu'on l'aura sur qui sera le prochain témoin de ces conférences J'aime mon job. J'espère que c'est une conférence qui vous a plu. En tout cas, moi, vraiment, je voudrais te remercier encore une fois. Ça dit, c'est merveilleux. Je te remercie de nous avoir aussi donné la possibilité de l'enregistrer. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont se réjouir en te réécoutant. Voilà. Formidable, merci. Merci. Salut mon frère. Oh, merci. À bientôt. Et donc, à très bientôt. Et n'hésitez pas à faire connaître l'accompagnement solidaire autour de vous. Au revoir.